RDC, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. En RDC, la Cour constitutionnelle invalide la candidature de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle. Son parti appelle la CPI à mettre fin à la confusion. Le MLC fait les constats suivants. 250 millions de francs CFA, c'est la caution que les candidats potentiels à la présidentielle au Bénin devront désormais débourser. Ici aux États-Unis, la bataille pour la confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême a commencé ce mardi sous l'opposition du camp démocrate. Bonsoir. Le nom de Jean-Pierre Bemba ne sera pas sur les bulletins de vote en RDC lors de la présidentielle du 23 décembre. Les juges de la Cour constitutionnelle en ont ainsi décidé, infligeant un coup fatal aux aspirations politiques de l'ex-vice-président et leader du MLC, le Mouvement pour la libération du Congo. À travers la RDC, l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba suscite des réactions. Son parti politique a organisé un point de presse ce mardi, déplorant la décision de la Cour qu'il trouve injuste et suspecte. Un danger pour le processus électoral en cours, selon le MLC. Patrick Abega a suivi ce point de presse pour VOA Afrique. Recevable mais non fondé, c'est le résumé de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle invalidant définitivement Jean-Pierre Bemba. Il est donc écarté de la course à la présidentielle de décembre 2018. La Cour a interprété la subornation des témoins pour laquelle il a été condamné par la CPI comme de la corruption. Le MLC, parti politique de Jean-Pierre Bemba, a vite réagi à la décision de la Cour. Pour lui, il s'agit d'une décision politique et non judiciaire. Le MLC fait les constats suivants. L'inféodation totale de la CENI, l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire en général et de la Cour constitutionnelle en particulier, qui rend des arrêts sur commande politique, qui dénature le système légal congolais, mettant ainsi en danger la suite du processus électoral. Concernant l'autre candidat invalidé, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, la Cour a évoqué un conflit d'intérêts motivant sa candidature. José-Marie Ifoku, seule femme candidate, et Sami Badibanga, tous les deux écartés par la CENI au départ pour faute de nationalité d'origine, ont vu leur candidature finalement validée par la Cour constitutionnelle. La présidentielle est prévue le 23 décembre 2018. On reste en RDC pour son premier jour de classe. Hier, l'école primaire Ngadi de Mangina, dans l'est de la République démocratique du Congo, est restée vide. Pas d'élèves en classe dans cette zone considérée comme épicentre de la dernière épidémie d'Ebola. Selon le ministre congolais de la Santé, le nombre des victimes de l'épidémie dans l'est du pays s'élève à 75. Arzuma Compaoré. C'est le premier jour de classe à Mangina, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais à l'école primaire Ngadi, aucun élève présent en classe. Pour cause, la peur suscitée par la récente épidémie d'Ebola. Les enfants ne sont pas là aujourd'hui. Les parents nous ont dit qu'ils ont peur d'Ebola. Ils ont peur d'Ebola. Et ils pensent que l'école peut être un bon milieu pour se contaminer. Même situation ici à Biani. Ni les élèves du primaire, ni ceux du secondaire ne sont là. Pour la directrice du secondaire, il faut rester patient. Nous souhaitons que les enfants viennent. Nous allons patienter cette semaine. Nous allons continuer avec la sensibilisation. Et nous allons voir à la fin de la semaine ce qui pourra nous réserver l'avenir. Lundi, le ministre de la Santé a annoncé que le nombre de morts causés par l'épidémie dans l'est de la RDC s'élevait désormais à 75. Il a ensuite précisé que 111 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 47 morts parmi 83 cas confirmés. Quant aux parents d'élèves, ils ne sont pas du tout rassurés. Ce que nous souhaitons, il fallait que d'abord les enfants reçoivent le vaccin avant d'être là. Le ministère de la Santé, en réponse aux inquiétudes de la société civile qui demandait le report de la rentrée scolaire dans les zones touchées de la province du Nord Kivu,
avait préféré maintenir la date du 3 septembre. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu pour un second mandat de 5 ans, le 20 août dernier, a prêté serment ce mardi. C'était durant une cérémonie au Palais de la Culture de Bamako. Aujourd'hui âgé de 73 ans, Ibeka a réaffirmé la paix comme priorité absolue dans un pays en proie aux attaques djihadistes et où l'opposition, notamment son principal chef et candidat au second tour, Soumaïla Cissé, conteste toujours la victoire d'Ibeka. Une opposition à laquelle Ibrahim Boubacar Keïta dit vouloir tendre la main. Politique toujours, 250 millions de francs CFA de caution contre 15 millions auparavant. C'est ce que les candidats potentiels à l'élection présidentielle au Bénin devront désormais débourser. Selon le nouveau code électoral, les anciens présidents de la République peuvent maintenant être candidats à la présidentielle, mais sont interdits de se présenter aux législatives. Ces changements, qui interviennent après le vote par le Parlement du nouveau code électoral, continuaient de susciter la polémique ce mardi. Mais quelles sont les autres mesures de ce nouveau code électoral? Raïssa Girondin a posé la question à Mathias Ongpe, administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, une ONG d'appui à la société civile. Le deuxième élément, c'est l'introduction d'un seuil pour les élections législatives. C'est-à-dire qu'à la fin des élections, seules les listes qui auraient recueilli au moins 10% des votes au niveau national seront distribués les sièges du Parlement. Il n'y avait pas de seuil avant. Et il n'y a pas de seuil dans beaucoup de démocraties à travers le monde. Et la troisième disposition pour être candidat à toutes les élections, maintenant, il faut montrer qu'on est en règle vis-à-vis du fisc. Et donc c'est ça qui est comme un critère supplémentaire pour être candidat. Et pour finir, les alliances ne sont plus acceptées pour aller aux élections législatives. Il n'y a que les partis unitaires qui sont autorisés à présenter des listes pour les élections législatives. La quasi-totalité de ces mesures ont pour objectif de restreindre l'accès à la candidature, ou du moins pour élever des obstacles sur le chemin de ceux qui voudraient être candidats aux élections nationales au Bénin. Et donc, de ce point de vue, c'est facile pour l'opposition de les présenter comme des mesures qui empêchent, n'est-ce pas, la candidature de l'opposition. En Libye et sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU, Gassam Salamé, un accord de cessez-le-feu a été signé ce mardi entre les groupes armés impliqués dans les combats près de Tripoli. Ces combats ont fait au moins 50 morts et 138 blessés depuis le 27 août et déplacé plus de 1800 familles. Selon les signataires de l'accord, l'accord de ce mardi entend mettre fin à toutes les hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés. À propos de la Libye, la ministre italienne de la Défense a par ailleurs estimé que la France avait une part de responsabilité dans la crise actuelle. Ici, aux États-Unis, le juge Brett Kavanaugh est sous les projecteurs cette semaine. En effet, c'est aujourd'hui qu'a débuté au Sénat le processus de confirmation de celui qui devrait, sauf surprise, remplacer à la Cour suprême Anthony Kennedy. Ce dernier a pris sa retraite il y a 2 mois. La minorité démocrate n'a pas caché son désir de bloquer sa nomination, mais elle sait qu'elle a très peu de chance. Alors, Abdourahmane Dia, qu'on retrouve, Brett Kavanaugh n'a pas eu droit à une matinée facile. Non, John, il faut dire aussi que Brett Kavanaugh a passé ces dernières semaines à se préparer avec son équipe à cette éventuelle lutte et certains membres de son équipe jouaient même le rôle de manifestants et en ce moment, disons, la confirmation se poursuit au Sénat et le mauvais temps qui s'invite également ici à Washington, comme vous avez certainement dû le remarquer derrière moi. Donc je vous propose tout de suite de suivre ce reportage. Le ton a été donné dès ce matin. Ici, des manifestants qui perturbent le début des audiences de confirmation de Brett Kavanaugh. Les audiences de confirmation de Brett Kavanaugh, choisies en juillet par le président Donald Trump, ne seront pas une promenade de santé pour celui qui pourrait ancrer fermement la Cour suprême du côté conservateur.
La Maison-Blanche a bloqué 100 000 pages de documents sur ce juge et ancien collaborateur du président Bush. Et c'est hier seulement que les membres de la commission juridique du Sénat ont reçu 42 000 pages. Pour les démocrates, il faut plus de temps pour étudier tous ces documents. Monsieur le Président, si on ne veut pas nous entendre, nous demandons un report. Je demande un report. Monsieur le Président, on nous a refusé l'accès aux documents. Mais les républicains ne comptent pas céder un pouce. Pour eux, l'audience doit se poursuivre comme prévu. Ce doit être un processus cordial dans lequel les gens posent des questions et obtiennent des réponses. Et c'est dans ce cadre que nous devons exercer nos responsabilités constitutionnelles. Donc, je souhaite qu'on entame l'audience. Les démocrates sont plutôt préoccupés par le rôle que la Cour suprême pourrait jouer dans les enquêtes touchant de près ou de loin le président Trump, qui a choisi Brett Kavanaugh, un conservateur, pour remplacer Anthony Kennedy, qui jouait le rôle de balancier dans cette Cour. Le Sénat a le dernier mot sur les nominations présidentielles à la Cour suprême, qui tranche aux États-Unis sur les plus grands sujets de société comme l'avortement, les lois sur les armes, le mariage pour tous, le système de santé ou encore le poids des syndicats. Merci Abdourahmane Dia. Ces audiences de confirmation qui vont donc se poursuivre tout au long de la semaine. Également dans l'actualité ce soir en Syrie, au moins 13 civils dont 5 enfants ont péri ce mardi dans des raids russes contre la province d'Idlib, dernier grand bastion insurgé du nord-ouest du pays. Ces raids, que confirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme, interviennent au lendemain des frappes rebelles contre les forces du régime dans la province voisine de Latakia, lesquelles ont fait 3 morts. Hier, le président américain a mis en garde la Syrie, la Russie et l'Iran contre une offensive à Idlib, déclarant, tout comme l'ONU, qu'une telle opération pourrait provoquer une tragédie humaine. L'on estime par exemple à 800 000 le nombre de personnes qui pourraient être touchées par ces frappes. Donc, au moins 6 personnes ont été tuées ce mardi au Japon, alors que le typhon Jebi traversait l'ouest du pays, causant des ravages dans les aéroports et endommageant des bâtiments. L'aéroport international de Kansai a été paralysé par la tempête après qu'un pétrolier s'est écrasé sur le pont principal qui y mène. Plus de 2600 personnes y ont été bloquées. Jebi, dont le nom signifie hirondelle en coréen, est considéré comme le plus violent typhon qui ait frappé le Japon depuis, tenez-vous tranquille, 25 ans, avec des vents pouvant atteindre en rafale près de 220 km par heure. Donc, des vents violents. Donc, vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui est en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Le 7e forum sino-africain s'achève ce mardi. Pékin a promis une enveloppe de 60 milliards de dollars à l'Afrique. Et nous verrons au Malawi comment la Chine entend également gagner du terrain avec le mandarin, une langue que beaucoup veulent apprendre dans l'espoir de se rendre en Chine. Le tourisme qui renaît à Tanger au Maroc, et cela fait grand plaisir aux touristes et aux habitants, bien sûr. Chaque mardi, Le Monde aujourd'hui vous propose un coup d'œil sur l'économie et c'est avec Eric Manirakiza. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, les lampions se sont éteints sur le 7e forum Chine-Afrique à Pékin. Que peut-on en retenir? Le président chinois Xi Jinping a donné une orientation de cette coopération sur les 3 prochaines années. Pékin compte mener en Afrique, oui, initiative majeure pour un financement global de 60 milliards de dollars. Suivez. Pour faciliter la mise en œuvre des 8 grands chantiers, la Chine est disposée à fournir une aide supplémentaire de 60 milliards de dollars américains via l'appui au gouvernement, à l'investissement et au financement des institutions financières et des entreprises. Les 8 chantiers ciblés couvrent les domaines suivants: la connectivité des infrastructures, la promotion industrielle, la facilitation du commerce, le développement écologique, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels, la paix et la sécurité. Cette annonce de Pékin a été amicalement applaudie par ses partenaires africains, comme vous allez le suivre. Nous apprécions votre nouveau financement aux pays africains d'une valeur de 60 milliards de dollars. Je répète, 60 milliards de dollars. Alors, concernant la connectivité des infrastructures, la Chine veut, conjointement avec l'Union africaine, renforcer la coopération entre les entreprises chinoises et africaines dans le secteur des infrastructures. Pour promouvoir les industries du continent, la Chine mettra en place 50 programmes d'assistance agricole et organisera une exposition économique et commerciale pour accueillir plusieurs entreprises chinoises et africaines. Et pour faciliter le commerce entre les deux parties, la Chine va augmenter ses importations de produits africains. Il est prévu près de 50 projets d'assistance au développement écologique et à la protection de l'environnement. Pour renforcer son capital humain, la Chine offrira 50 000 bourses au gouvernement en Afrique pour former 1000 cadres africains de haut niveau et parrainera des ateliers de formation et des séminaires à l'intention de 50 000 autres Africains. Dans le secteur sanitaire, John, il y aura 50 programmes d'aide médicale et de santé et un institut des études africaines pour renforcer les échanges Chine-Afrique sur la civilisation. Enfin, la mise en place de 50 programmes d'assistance à la sécurité et l'établissement d'un fonds de paix et de sécurité Chine-Afrique. Près de 147 millions de dollars seront débloqués pour fournir une aide humanitaire d'urgence aux pays africains touchés par des catastrophes naturelles. John, sachez que ce forum a mobilisé des dirigeants de 53 pays africains. Merci Eric Manirakiza.
Alors, si vous voulez aller en Chine, il vous faudrait peut-être parler mandarin. En tout cas, l'influence chinoise gagne du terrain au Malawi après l'établissement des relations diplomatiques par les deux gouvernements il y a 12 ans. Beaucoup de ressortissants malawites veulent apprendre le mandarin dans l'espoir de se rendre en Chine à l'avenir. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Ils s'attaquent principalement au maïs, mais s'en prennent aussi à 80 autres cultures, y compris la canne à sucre, le coton, le riz et le sorgho. Ces insectes, communément appelés chenilles légionnaires, ont été découverts dans plus de 35 pays d'Afrique subsaharienne l'année dernière et menacent des millions d'agriculteurs en Asie. C'est une menace très sérieuse. Selon les estimations, elle pourrait causer des pertes de 20 à 50% de la récolte de maïs. Nous savons pourtant que le maïs est la céréale de substance principale dont les agriculteurs et la population en général dépendent pour leur approvisionnement en nourriture. Alors, pas de mandarin, c'était plutôt les chenilles, ou plutôt, parlons-en, les chenilles légendaires envahissent de plus en plus l'Afrique. Les experts estiment à plus de 13 milliards de dollars les pertes de récolte que ces parasites pourraient causer cette année. Pour stopper leurs dégâts, les scientifiques explorent plusieurs méthodes allant des pesticides à une approche durable sans pesticides. C'est un reportage de Faith Lapidus de la VOA. Le récit est de Lionel Gaïma. Ils s'attaquent principalement au maïs, mais s'en prennent aussi à 80 autres cultures, y compris la canne à sucre, le coton, le riz et le sorgho. Ces insectes, communément appelés chenilles légionnaires, ont été découverts dans plus de 35 pays d'Afrique subsaharienne l'année dernière et menacent des millions d'agriculteurs en Asie. C'est une menace très sérieuse. Selon les estimations, elle pourrait causer des pertes de 20 à 50% de la récolte de maïs. Nous savons pourtant que le maïs est la céréale de substance principale dont les agriculteurs et la population en général dépendent pour leur approvisionnement en nourriture. À l'université de Kiel en Angleterre, le professeur Toby Bruce et son équipe ont développé une approche à plusieurs volets pour lutter contre ces insectes nuisibles. Tout d'abord, considérant la variété des cultures, nous essayons de voir si nous pouvons développer des cultures beaucoup plus résistantes. Ensuite, nous recherchons des cultures intercalaires répulsives qui peuvent être utilisées pour chasser l'insecte nuisible. Nous recherchons aussi des cultures à pas attractives qui peuvent détourner l'insecte vers une autre zone des récoltes. Enfin, nous essayons d'augmenter les nombres des ennemis naturels qui attaquent l'organisme nuisible. En attendant l'application de ces nouvelles méthodes, les agriculteurs africains continuent d'enlever les parasites à la main, utilisant parfois des remèdes faits maison comme une solution d'eau, de sel et de piment pilé pour repousser ces vers. Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on s'en va au Rwanda et là-bas on parle de médaille d'or. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous. Amis sportifs, effectivement, le Rwanda qui vient de tenir sa première médaille d'or au championnat d'Afrique de karaté qui ont eu lieu à Kigali le week-end écoulé. C'est Mike Chiakan-Doutié, 17 ans, qui l'a offert à son pays dans la catégorie masculine des 55 kilos. Ce fut surtout une solide fin de combat sans répit face à l'Égyptien Amr Allah Abokora. Les deux combattants se sont rendus coup sur coup, poussés par un public rwandais surexcité. Au finish, Ndoutié a déposé son adversaire au point, accrochant par là la toute première médaille d'or pour le Rwanda dans un championnat continental. Plus de 800 combattants de karaté venus de 25 pays ont pris part à ces championnats. L'Égypte, qui s'en est sorti avec 26 médailles, reste première, dont 26 médailles, dont 16 en or est première. Et donc, d'où la joie du néo-champion rwandais, fier d'avoir battu un pharaon. Suivons plutôt. Ces combattants égyptiens sont vraiment bons. Ce sont des champions. Alors, j'ai essayé de regarder leurs vidéos, d'en apprendre beaucoup plus. En fait, notre coach vient d'Égypte, alors il nous a beaucoup aidés, moi particulièrement, pour que je décroche cette médaille. Félicitations donc, champion, et bon vent pour la suite. Nous parlons maintenant football et direction la Côte d'Ivoire. Le bras de fer entre l'ASEC Mimosa et la fédération se poursuit.
Alors que le championnat de première division doit reprendre ce vendredi, les Mimos font planer le doute sur leur participation en cause. Un litige financier qui les oppose à la Fédération ivoirienne de football. Le club des actionnaires réclame 69 millions de francs CFA au titre de la saison écoulée, à la FIFA bien sûr. La SEC a déjà mis à exécution ses menaces en boycottant la Supercoupe dimanche dernier. C'est finalement le Sporting Club de Gagnoa qui a remplacé les Mimos devant le stade d'Abidjan. Vont-ils encore boycotter le championnat? Affaire à suivre. À demain. Merci Yacouba. Il s'agissait donc bien de 300 candidats, n'est-ce pas, au Rwanda. Et puis, on vous amène à présent à Tanger, à l'extrême nord du Maroc. La ville a longtemps attiré écrivains, espions et aventuriers. Un bus touristique qui propose des tours guidés depuis le mois de juillet. Une nouvelle initiative qui ravit les touristes et les Tangérois. Salwa Jafari. Tanger, la mariée du Nord, Tanger, la Blanche, c'est ainsi qu'on appelle cette belle cité située au confluent de l'Atlantique et de la Méditerranée. La ville a été successivement phénicienne, romaine, arabo-musulmane, portugaise, espagnole, anglaise, puis sous statut international avant son intégration au Maroc. Une longue histoire qui fascine les touristes. Waouh, c'est tellement cool. Je peux profiter de tous les coins de la ville à partir du niveau supérieur du bus. C'est génial. Le bus touristique sillonne la ville depuis le mois de juillet. L'idée est venue naturellement. Le nombre de touristes qui choisissent la destination Tanger ne cesse d'augmenter. Pour concevoir le parcours, nous avons fait appel à des artistes tangérois qui nous ont aidés à construire non seulement un parcours, sinon une histoire racontée tout au long du parcours. En plus de son histoire exceptionnelle, la ville offre des paysages contrastés, de nouveaux projets de développement autour d'une ville vieille de 17 siècles, cosmopolite, ancestrale. Tanger en vaut le détour. La ville de Tanger est spéciale. Elle a ouvert ses portes à de nombreuses cultures, ethnies et religions du monde entier. Tanger a longtemps fasciné les artistes et les aventuriers. De Matisse à Eugène Delacroix, en passant par Paul Bowles et Jean Genet, la ville blanche est aussi tournée vers le futur, avec à la clé un investissement de plus de 700 millions de dollars pour financer le méga-programme Tanger Métropole. Voilà, de Tanger, allons en Californie et gardons les pieds sur l'eau avec le Surf Ranch Pro qui fera ses débuts dans la Ligue mondiale de surf jeudi 7 septembre et verra des concurrents affronter des vagues artificielles pour la première fois sur le circuit. Les 4 meilleurs surfeurs du monde, qui sont issus notamment du Brésil et de l'Australie, se préparent en ce moment pour leur prochaine compétition de surf donc sur des vagues artificielles créées pour la circonstance. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.